Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. C'est tombé dans l'après-midi alors qu'on avait entendu dans les dernières semaines les cris du cœur de l'Union des producteurs agricoles, des agriculteurs eux-mêmes là, qui ont manifesté un peu partout au Québec là, dans le dernier mois. On avait vu des tracteurs défiler à quelques endroits sur la Côte-Nord. Les manifestations étaient arrêtées depuis un mois, là, donnant l'impression qu'il y avait peut-être des discussions productives là, qui étaient en cours. Et discussions productives, il semble y avoir eu, Mario, parce qu'on a annoncé là, qu'une entente de principe a été conclue entre l'Union des producteurs agricoles et le gouvernement du Québec. C'est François Legault qui est sorti aujourd'hui en conférence de presse pour annoncer donc cette entente de principe qui doit être encore votée quand même là, par le Conseil des ministres. Donc on n'a pas l'entièreté des mesures qui ont été annoncées, mais quand même, on a décliné du côté du premier ministre là, une couple de mesures qui vont venir soulager, on l'espère, les agriculteurs, parlant entre autres là, des problèmes qu'on a eu avec la nourriture pour les animaux en raison des sécheresses en Abitibi qui frappent plusieurs agriculteurs. On se comprend des éleveurs au Québec. On parle aussi là, d'un programme d'aide pour faire face au taux directeur qui est très élevé, donc les taux d'hypothèque qui sont encore plus difficiles quand on possède une ferme. Producteurs maraîchers qui ont eu de la difficulté avec les pluies qui ont été bien trop abondantes à l'été dernier. Eux aussi vont recevoir de l'aide. On parle après ça là, d'un moratoire sur les superficies cultivables aussi là, qui serait mis en place, remplacé plutôt là, par un cadre réglementaire maintenant, qui était une demande déjà de longue date de l'UPA elle-même. Puis finalement, on parle de réduire le fardeau administratif des agriculteurs. On n'a pas expliqué exactement comment on allait procéder, mais ça semble être toutes des demandes, Mario, grosso modo, puis t'es mieux placé que moi pour le savoir. Mais c'était les demandes, là. Je veux dire, tenir compte de la hausse des taux d'intérêt puis de l'endettement, le fardeau réglementaire. Ça, c'est le bout plus compliqué. Là. Qu'est-ce qu'ils vont faire vraiment? Il y en a tellement de paperasse de rapports, surtout pour des raisons environnementales qui sont demandées aux producteurs. Quel ménage on va faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on va enlever? Dans quel délai? Pour l'instant, on n'a rien. Là. Pour l'instant, on a juste cadre, l'enveloppe, le principe général. Mais bon, si l'UPA semble satisfaite, ils doivent avoir eu un peu plus de détails et d'éléments de confiance. Ça arrive exactement au moment où on a le dossier des fraises. Hein. Oui, absolument. Tu sais, ça faisait réfléchir en fin de semaine. Tu dis, OK, là, nous, nos producteurs, on met des règles sévères, l'environnement, tu n'utilises plus tel produit. OK. On sort des fraises, le panier arrive. Bon, là, c'est sûr qu'ils sont plus chers parce que c'est les premières de la saison. Les premières fraises du Québec. Quand on va... Tu sais, la quantité va augmenter puis le prix va baisser dans les semaines à venir, mais quand même... T'avais des fraises de la Californie en fin de semaine. Et c'est quasiment à se demander si c'est du dumping. Là, des surplus de fraises de la Californie que, juste au moment où les fraises québécoises arrivent sur le marché, il y avait à certains endroits du 1,99 dans les fraises de la Californie. Oui, puis ceux qui suivent bien leur prix de l'épicerie savent que, pas pour des petits fruits particulièrement, un prix cher, comme ça, c'est pas cher, pas en tout, mais ça fait partie effectivement, Mario, des raisons qui expliquent tout ça. Là, on dit qu'il y a une situation de surplus en Californie, donc on essaie d'en exporter le plus possible. Fait que la thèse du dumping devient pas mal plus réaliste dans ce contexte-là ici. Puis oui, là, ça va prendre du temps avant que le reste des fraises arrive en volume ici au Québec. Ça devient quand même presque... Ça, tu dis, c'est pas les mêmes fraises. Là. Non. C'est des fraises de la Californie, cueillies, blanches, pas mûres, mis dans des plats pour qu'ils... Tu sais, dans l'esprit que dans le camionnage, puis tout ça, ils vont mûrir de force, parce que c'est vraiment ça. Oui. Ils finissent par mûrir de force dans le transport. C'est pas aussi frais qu'une des bonnes fraises du Québec. C'est pas aussi frais, surtout ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Là. Ça goûte à peine les fraises, mais bon... Ils sont pas chers, mais mangez-vous vraiment des fraises dans ce temps-là? C'est ça la question. Mais là, sauf qu'on nous dit tellement là, depuis 2 ans, les gens avec l'inflation magasinent le prix, regardent les prix. J'ose espérer qu'il reste encore des gens qui ont le goût et les moyens de dire ben là, on va payer 2 piastres de plus, on va s'acheter des vraies fraises du Québec. Ouais, ça reste à voir pour ça, mais sinon, c'est des mesures qui sont relativement essentielles là, parce qu'il y a de plus en plus d'industries, on dirait, qui ont besoin d'être appuyées par le gouvernement, qui ont besoin de soutien comme ça dans certaines situations, puis... là, on parle des agriculteurs, on se comprend, c'est essentiel. Mais le secteur agricole, bon, tous les secteurs peuvent être frappés par des soubresauts, mais peu autant. Là, c'est la météo. La météo extrême, c'est les marchés, les prix sur les marchés. À un moment donné, les prix montent, les prix descendent. Donc, quand je dis les prix montent, comme dans le cas présent avec l'Ukraine, le prix de l'alimentation, pour tous ceux qui font des viandes, le prix de l'aliment ou des œufs, le prix de l'alimentation animale a explosé, alors que le prix de leurs produits, lui, n'a pas augmenté proportionnellement. Alors, il y a eu plusieurs chocs là, dans le monde agricole en l'espace de 2 ans à peine. Tout savoir en 24 minutes.
Sinon, toujours du côté de Québec, on a annoncé des investissements pour renforcer la sécurité dans les palais de justice de la province. Là. C'est déjà quelque chose qui avait été là, énoncé du côté là, du ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, et du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Puis voilà que les deux ministres, aujourd'hui, ont officialisé la chose. 31 millions de dollars au total qui vont être investis pour ajouter là, dans plusieurs palais de justice, entre autres, les fameux détecteurs de métaux. Tu sais, on parle des arches, là, comme ça, un peu comme à l'aéroport ou encore au palais de justice de Montréal, où c'était déjà une pratique employée. Voilà qu'on veut l'étendre à plusieurs autres palais de justice dans le reste de la province d'ici 2025. En passant, tu passes une arche, tu vas au Centre Bell maintenant. Oui, c'est vrai qu'au Centre Bell, tu passes une arche. Plusieurs endroits, là, veut dire, même à travers le monde, tu voyages un peu maintenant, il y a des musées, toutes sortes de places qui ont peur du terroriste ou toutes sortes de folies. Parce que, tu sais, c'est pas une sécurité super lourde d'une arche, là. C'est juste que si c'est un fusil, un couteau, c'est un morceau de métal un peu massif sur toi, ça sonne. Ben, ça sonne, puis si le reste de ton métal, ben, tu le sors de tes poches, tu le mets sur le petit cabaret à côté, puis on passe un autre appel. Puis même pour un endroit aussi gros volume que le Centre Bell, Mario, tu fais bien de le dire, c'est facile, là. C'est simple comme bonjour. Tout le monde passe vite, les gens rentrent vite, il n'y a pas de niaisage autour de tout ça. Puis ça se fait, là, on se comprend, t'as pas besoin de payer des heures supplémentaires pour une arche, c'est toujours là, ça fonctionne tout le temps. De toute façon, c'est prouvé que c'est niaiseux, mais une fois que tu mets une arche, elle sonnera pas souvent parce que, je veux dire, le type là, qui a agressé l'interprète, le monsieur Tak, là, l'interprète asiatique là, qui s'est fait frapper à coups de couteau, qui s'est fait poignarder. Ben, je veux dire, le type serait probablement pas rentré avec son couteau parce qu'il sait bien qu'en passant l'arche, il va sonner tout de suite, là. Ben oui. Tu sais, c'est que là... Ouais, parce qu'on le fait pour plein d'endroits, Mario, mais après ça, tu le fais pour un musée, mais... Ça tombe sous le sens de le faire dans les palais de justice. Dans un palais de justice, par définition, t'as toutes sortes de gens qui vont là. Toutes sortes de gens. La plupart du temps, il y a des gens qui sont des criminels, parfois des criminels de carrière. Il y a une longue feuille de route, retourne là. Puis là, ajoutons à tout ça, on n'arrête pas d'en parler, des actes de violence, des gens qui perdent la tête, qui pourraient aussi vouloir se venger ou se fâcher contre des gens dans le palais de justice. Des désirs de vengeance, exactement. Non, c'est tout à fait dans l'ordre des choses. Voilà, et parlant de M. Tak, Mario, ça valait la peine de le mentionner. On avait le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui était avec nous à l'émission de Yasmine Abdel-Fadel, plutôt ici à Cube, puis qui a parlé, il a appelé M. Tak plutôt aujourd'hui, lui qui est déjà cet interprète de retour au travail. Honnêtement, c'est assez ahurissant, ouais. Merci. Là. Lui, il s'est fait charcuter. Il était à la conférence de presse ce matin. Là. Il était présent à la conférence de presse au palais de justice de Longueuil où les ministres ont annoncé le renforcement des mesures de sécurité. Tout savoir en 24 minutes. Sortie aujourd'hui du juge en chef de la Cour suprême du Canada qui est assez rentre-dedans comparativement à ce qui est fait comme sortie habituellement du côté des juges du genre. Monsieur Richard Wagner, qui est donc le juge en chef de la Cour suprême du Canada, qui a fait une espèce de discours, une sortie pour parler de l'État, selon lui, mais de la désinformation, du déni entre la désinformation, le système politique puis le système judiciaire. Parlant entre autres de ce qui se passe au sud de la frontière, parler des États-Unis sans jamais nommer ni un certain ancien président, ni tout ce qui circule autour de tout ça. On le sait, là, la perception du système de justice avec le procès Trump aux États-Unis, ça devient assez variable. Merci, mais surtout, il est revenu sur un événement qui s'est produit ici au Québec, tout particulièrement, puis dans le reste du Canada. C'est cette fameuse histoire, au mois de mars dernier, Mario, là, ce qu'on va appeler l'incident de la femme avec vagin. Hein, parce que c'est un jugement de la Cour suprême sur une affaire de viol qui est tout d'abord ressorti là, dans le National Post, où on disait « Mon Dieu, c'est épouvantable ». On dit « Une femme avec un vagin » à l'intérieur du jugement. Le problème, c'est que rendu au Québec, il y a eu une motion passée par l'Assemblée nationale à l'unanimité, donc sans débat, qui disait on condamne cette utilisation-là, on invisibilise les femmes. Sauf que, sur le fond, c'est très bien, on peut dénoncer ce terme-là, son utilisation, mais c'est que dans le jugement lui-même, on faisait référence à ce terme-là dans un contexte où il y avait le viol, justement. Là. Ça concernait l'agression sexuelle elle-même, puis le mot « femme » se retrouvait au-dessus de 70 fois dans le jugement. Ce qui fait en sorte que personne ne l'a lu, tout le monde a dénoncé, il y a des parties qui se sont excusées, d'autres qui ont continué de l'avant par la suite, mais ça a été nommé, là, on a pointé l'Assemblée nationale, ni plus ni moins, Mario, là, du côté du juge Richard Wagner aujourd'hui. Oui, il a planté l'Assemblée nationale comme ayant été un peu manipulé. Là. Oui. Tu es dans un mouvement d'opinion publique, de pas vouloir, prendre le temps. Parce que moi, je pense que c'est ça. Là, on est dans une époque où si tu donnes juste 24 heures pour réfléchir, même pas si tu donnes juste 1 heure pour réfléchir, on va quasiment t'accuser de défendre l'indéfendable, d'être prêt à passer...
Alors que la sagesse, des fois, c'est de dire, excuse-moi, mais je veux tout lire. Tu sais, je veux tout voir, je veux tout lire, je me prononcerai pas sur une affaire dont j'ai juste la moitié. Oui, ça a l'air de ça, oui, ça a l'air d'un scandale, OK, mais je l'ai pas lu, je l'ai pas tout vu. Et là, les députés, la ministre, tout le monde a embarqué dans la grosse dénonciation. Oui, absolument. Puis c'est même Mme Biron, là, la ministre de la Condition féminine, qui est à l'origine de cette motion-là à l'Assemblée nationale. Ben, elle est retournée de l'avant là, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, a publié sur X, anciennement Twitter, en disant que, bien qu'elle comprenait le raisonnement du juge là-dessus, continue à défendre qu'on devrait dénoncer l'utilisation du mot femme avec vagin, etc., etc. Donc, il y avait encore de la dissension aujourd'hui, mais j'ai trouvé intéressant, moi, de manière plus empirique, Mario, une sortie d'un juge en chef de la Cour suprême pour dénoncer la désinformation. Puis à quel point ça peut affecter même les plus hauts niveaux, si on veut, là, de notre société, là, dans ce cas-ci. Moi, je me suis demandé nationale. s'il prenait un risque, quand même, parce que ce que lui appelle la désinformation, pour une partie de ses justiciables, donc c'est ça l'information, là. Oui. Non, on comprend. Mais il nommait un exemple dans celui-là, mais parler de désinformation, parler comment ça peut venir affecter le système de justice, puis à un autre bout, la montée de l'intelligence artificielle va nous rentrer dedans. Mario, on se comprend, là, pour il y en a eu plein d'exemples encore en fin de semaine, là. Ah, je veux dire... Des fausses... au moins sur 2 fronts, je voyais des faux objets à vendre, des objets qui n'existent même pas, des fausses annonces d'objets qui n'existent pas à vendre. Ça revient tout le temps. Et il y a toute une série de fausses menaces sur les Olympiques de Paris, là. Oui. Ah oui, qui sont générés de manière artificielle. Intelligence artificielle. Mais qui prétendent avoir là, des infos, là, des services de renseignement du haut niveau, de savoir des affaires que personne ne sait, mais des attentats terroristes seraient en préparation à Paris. Il n'y a aucune source, c'est fabriqué avec l'intelligence artificielle. Oui, puis ça va devenir de plus en plus difficile là, dans les prochaines années d'être capable de détecter qu'est-ce qui est une vraie nouvelle d'une fausse nouvelle. Souvent, là, avec l'intelligence artificielle, tu es capable maintenant de générer du texte, du visuel, de l'audio, un mélange de tout ça, des vidéos. À partir d'un certain moment, si tu t'emballes tout ça dans, je pourrais dire, un emballage qui ressemble à un média traditionnel ou une source fiable, ben, tu vas être capable de berner des millions de personnes en quelques clics, en quelques heures. Là. Ça peut devenir vraiment facile d'avoir quand même une réflexion, puis de se dire qu'en société, il faut commencer à penser à comment se prémunir face à ça, comment enseigner à notre jeunesse aussi, a pu être, comme tu le dis, dans l'instantanéité, hein, de répondre immédiatement. Tu vois quelque chose, ça a l'air scandaleux, repartage, renvoie ça dans l'univers. Première question, c'est-tu vrai, ça? C'est-tu vrai? J'allais faire mes vérifications, on va aller consulter différentes sources. Il y a une éducation, je pense, qui se fait. C'est censé, d'ailleurs, venir dans le futur cours là, de culture et citoyenneté québécoise qui doit remplacer ECR, mais avec comme 132 000 autres sujets à suivre, effectivement. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Sinon, c'est officiel aujourd'hui. On a entériné ce fameux plan qui avait été flotté durant la fin de semaine qui vise à transformer complètement la mythique Place Versailles de Montréal, le plus vieux centre commercial de l'île. Je ne savais pas, Mario. Ah ouais? Ouais, 1963, premier grand centre commercial sur l'île La Place Versailles dans l'est de Montréal qui va être démoli graduellement, le malheur pour ceux qui tripaient sur cet endroit commercial, parce qu'on va y construire quelque chose qui manque de manière urgente dans la métropole, des logements. On veut construire des immeubles, entre autres des grandes tours, plusieurs étages, avec toujours là, une partie commerciale, des commerces là-dedans. Mais c'est vraiment un projet, là, tu sais, quand on parle de la densification urbaine, de la manière dont ça doit s'opérer, c'est vraiment là, on ça. a un métro sur place. Radisson, qui est juste à côté déjà. Puis là, on veut monter des tours là-dessus, mais encore une fois, le problème, c'est un peu ce qui a été dénoncé dans les dernières semaines. Oui, bravo, densification, bravo des logements, bravo. Ça va pas commencer les travaux de démolition avant 2 ou 3 ans. Puis après ça, tu démolis. Avec des logements, tu n'auras pas avant 2029, genre. Oui. 5000 logements. Si tout va bien. Beau. Si tout va bien. S'il n'y a pas de dépassement de coûts. S'il ne manque pas de main-d'œuvre. S'il ne manque pas de matériaux. C'est beaucoup de si, Mario. C'est beaucoup de si. Avec si, on met la Place Versailles en bouteille, peut-être, mais quand même, projet louable qui a été officialisé aujourd'hui. À voir si ça va connaître le succès qu'il doit. Mais ça veut dire qu'il va se passer ici ce qui est en train de se passer ailleurs. On risque de perdre des pieds carrés de commercial, d'espace commercial, de centres commerciaux qui n'auront pas le même succès qu'il y a quelques années. Là. Non, c'est ça. Avec l'avènement du commerce en ligne, les Amazones de ce monde,
il y a de moins en moins de gens qui décident d'aller se faire une bonne vieille journée magasinage comme on faisait avant, là, aller flâner dans un centre commercial. C'est quelque chose qui se fait beaucoup moins. Puis déjà, la place Versailles, c'était délaissé depuis plusieurs années par différents consommateurs. Ça va être transformé, mais comme ils disent, risque d'avoir encore ce volet commercial, là, peut-être comme au rez-de-chaussée de ces bâtiments-là. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus là, en urbanisme. Actualité. Attaque absolument affreuse qui est survenue à l'école polyvalente de Saint-Jérôme vendredi dernier vers l'heure du dîner et qui, on l'apprend du côté de nos collègues de TVA Nouvelles, Mario, pourrait avoir des répercussions assez catastrophiques, merci, sur la jeune victime dans cette histoire-là. Je rappelle, c'est un ado de 15 ans qui a été poignardé puis attaqué par la suite à coups de marteau sur l'heure du dîner par des jeunes là, qui ont été arrêtés, d'ailleurs, suspects âgés de 16 et 17 ans, qui viendraient même pas de l'école polyvalente Saint-Jérôme, mais qui seraient venus l'attaquer à des suites d'une bagarre survenue plus tôt durant la semaine. Un autre, surtout, incident de violence insensé chez les jeunes au Québec. Oui, mais avec des conséquences très graves, parce que là, on a des craintes pour la jeune victime. Oui, et puis des craintes qu'il ne puisse plus avoir l'usage de ses jambes. Là. C'est ce que certaines sources ont confié à nos collègues de TVA Nouvelles, qui perdraient l'usage de ses jambes. J'ai pas vu moi-même les images de l'attaque, semble-t-il, qu'il y a des vidéos qui ont été prises, comme c'est trop souvent le cas dans des bagarres du genre entre jeunes. Il y a toujours du monde qui filme au lieu d'intervenir. Mais perdre l'usage de ses jambes, il faut comprendre qu'il faut que tu te sois fait frapper fort en maudit ou poignarder au mauvais endroit là, pour que c'est quelque chose qui survienne. 15 ans, tu pourrais être handicapé le restant de tes jours. Mais c'est qu'ils ont dû rompre des tendons, des ligaments ou des éléments du système nerveux qu'on n'est pas capable de recoudre. Pis... Non, vraiment, c'est des images qui sont difficiles à visionner, semble-t-il. Puis c'est un autre incident de violence comme ça. Puis là, tout près d'une école, puis même si ça se fait pas en milieu scolaire avec d'autres élèves, on se comprend. Quand même un incident qui a été assez, là, selon les témoignages autour, assez pour troubler même une jeune fille, une amie qui était là, qui en est traumatisée. Bref, reste à voir là, si le jeune homme va récupérer l'usage de ses jambes ou va bien guérir, mais c'est assez inquiétant là, pour l'instant en soi. Tout savoir en 24 minutes. Toute la fin de semaine, nos collègues du Journal de Montréal ont continué d'avancer le fameux dossier des voyages dans le Sud qui se passent pas comme prévu. Ouais, puis on avait eu beaucoup Punta Cana, quelques hôtels. On s'était demandé est-ce que les gens se retrouvent avec des drogues qui seraient mises dans le verre ou des gens ou des travailleurs au bar, là, des barmen qui font diluer quelque chose dans le verre parce qu'ils semblent drogués. C'est plus tellement l'hypothèse qui circule, là. C'est plutôt autre chose. Non, c'est plutôt autre chose. On parle de toutes sortes, là, évidemment, d'incidents, là, des histoires d'hommes qui retournaient une vingtaine de fois au bar. Mais on dit de l'alcool peut-être frelaté ou des alcools vraiment très forts. Ouais, c'est ça, peut-être de mauvaise qualité aussi. Non, on est en train de... Le mystère reste entier, en fait. Là. Les théories changent sur ce qui se passe, mais reste et demeure là, le fait qu'il y a de plus en plus d'incidents. Punta Cana, Mexique, entre autres, Cuba, c'est des endroits où ça se multiplie là, encore et toujours, des voyages qui tournent au cauchemar. Et là, on en a tout un cauchemar sur les bras, Mario. C'est un accident, cette fois-ci, qui est survenu, là, même pas sur le site lui-même, mais plutôt en transition entre l'aéroport et le complexe hôtelier. Et là, on parle d'un autobus là, qui transportait plusieurs passagers, 38 passagers d'un vol à destination de Montréal qui a été percuté par un véhicule qui venait en sens inverse. Là. Quelqu'un qui a essayé de faire un dépassement, qui a manqué de temps, puis qui est entré plein fouet dans l'autobus. Le véhicule est tombé sur le côté des images, puis ça frappe l'imaginaire quand même. Là, on voit cet autobus complètement couché sur le côté. Plusieurs personnes qui seraient blessées, 26 blessés. On parle aussi d'une personne en état critique et le chauffeur, lui, en sens inverse, serait décédé. Il est décédé, ouais. Absolument, serait décédé. Puis là, reste le flou. Pour les Québécois qui sont coincés là, il semble qu'il y a peu de nouvelles du transporteur aérien dans cette histoire-là. Parce que là, ils ont raté après cet accident-là, ils ont raté leur avion. Oui, absolument. Ils ont raté leur avion. Il y en a qui ont dormi à l'hôpital, il y en a qui ont dormi dans une chambre d'hôtel, mais quand on parle de 26 blessés, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup, puis ça varie. T'sais, qui peut rentrer? Est-ce qu'il y en a qui peuvent être rapatriés immédiatement? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin de plus de soins? Donc, c'est vraiment tout un casse-tête là, qui se prête là-bas là, à Cuba. Un autre incident qui s'ajoute à une longue liste là, quand même là, d'incidents qui font virer les vacances au cauchemar, disons-le comme ça. Le Monde. C'est une nouvelle, Mario, alors qu'on a toutes sortes d'histoires de dirigeants un peu
un peu, disons, extrêmes dans certains pays qui sont élus par leur population et qui prennent le pouvoir. Nouvelle qui fait changement un peu au Mexique où on a vraiment de la nouveauté. Une toute première femme présidente dans l'histoire du Mexique. Puis je dirais, on passe très proche que ce soit la toute première présidente ou leader en Amérique du Nord tout court, là. S'il n'y avait pas eu Mme Campbell qui est restée, je pense, c'est 134 jours au pouvoir au Canada. Aux États-Unis, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Au Canada, il n'y en a jamais eu d'autres, c'est vrai. Au Mexique, il n'y en a jamais eu. Donc, elle devient presque la toute première leader femme en Amérique du Nord à accéder au pouvoir. À la fin, on était sûr que c'était une femme parce que son adversaire était une femme aussi. Absolument. Principal adversaire, là, c'est Mme Claudia Sheinbaum, 61 ans. C'est l'ex-mairesse de Mexico qui gagne. Là. Puis on parle, là, le dépouillement se poursuivait, mais on parle de presque 60% du vote. Donc, il y a une victoire écrasante. Mais oui, là, c'est l'ex-sénatrice de centre-droit, Mme Xochitl Gálvez, qui, elle, arrive à juste 28% à peu près des voix. En gros, politiquement, c'est la gauche qui a gagné contre la droite. Là. C'est la gauche qui a gagné contre la droite politiquement. Et cette femme-là, surtout, bénéficiait, là, pas qu'elle n'ait pas de mérite elle-même, mais de la popularité extrêmement forte de son mentor politique et président sortant, Andrés Manuel López Obrador, là, qui, donc, lui cède sa place, elle qui va avoir un mandat de 6 ans, qui va s'étirer jusqu'en 2030. C'est essentiellement sa mission, là, la mission de M. López Obrador qu'elle va devoir reprendre, sur laquelle elle a fait campagne, soit celui de continuer à combattre la violence au Mexique. Mais qui est une tâche herculéenne, là. Elle se vante que comme mairesse de Mexico, elle disait avoir fait baisser la criminalité ou le nombre de meurtres, là, le taux de meurtre de moitié. Oui, mais de moitié, parce que ça demeure à l'échelle énorme. À l'échelle du Mexique au complet, à l'échelle du pays présentement, c'est 80 meurtres par jour. 80 meurtres par jour, une moyenne de 30 000 homicides par année. Puis là, on parle pas des décès accidentels, là, des meurtres. Là. On parle vraiment d'un meurtre. Et la police insiste pour dire que ce qu'on appelle un meurtre, c'est quand on a un corps, on a une victime. Alors, il y a autant, sinon plus, de disparitions. Où là, on n'inscrit pas ça comme un meurtre. Personne disparue, mais tu sais, une personne disparue, là... Personne disparue, là. Tu ne revois jamais, tu ne revois jamais le corps. Tu peux penser qu'il a été balancé quelque part. Là. Ah oui, absolument. Surtout que dans la mer ou dans une carrière de sable. Ouais, des fosses, beaucoup. Puis c'est quelque chose d'absolument horrible, mais c'est des nouvelles qui parviennent de manière sporadique là, du Mexique où, on vient de retrouver une quarantaine de corps dans une fosse. Il y a des ravins dans lesquels il y a des membres du crime organisé qui balancent systématiquement des victimes d'assassinats qui vont lancer là-dedans. Puis c'est vraiment, là, on dit, dans tous ces homicides-là, le 3/4 est lié à des affrontements des groupes criminels pour le contrôle de la drogue, les fameux cartels mexicains. Ben, tu sais, oui, peut-être qu'elle a réussi, là, Madame Sheinbaum, à faire chuter la criminalité à Mexico. C'est dans le reste du pays où c'est absolument catastrophique. Puis depuis 2006, tu parles des disparitions. Depuis 2006, où il y a eu une augmentation là, de la confrontation entre le gouvernement sous Felipe Calderón, qui est arrivé avec cette mission-là, en utilisant l'armée, entre autres, de combattre les cartels. 450 000 homicides, 100 000 disparitions. Des gens là, perdus, disparus complètement au pays, plus de signes de vie. Donc, c'est vraiment tout un mandat sur lequel elle arrive. Puis il y a quand même une belle symbolique, si on veut, là-dedans, que ce soit une femme qui soit portée au pouvoir, parce que la violence est particulièrement difficile au Mexique contre les femmes. Là, on parle d'une moyenne de 10 assassinats de femmes par jour. 70% des Mexicaines de plus de 15 ans qui auraient vécu de la violence physique envers elles au moins une fois dans leur vie déjà. Disons que c'est un gros mandat qui attend Mme Sheinbaum. Les gens qui se demanderaient, Mme Sheinbaum, c'est sûr que Sheinbaum, ça fait... C'est très juif, oui. Le BAUM, c'est plus juif, mettons, que mexicain là, ou latino. Mais c'est effectivement une descendante. Ses grands-parents étaient des juifs en Lituanie qui ont fui le nazisme, là, qui ont fui ces mouvements-là et qui se sont ramassés dans les histoires de déplacement de population, mais eux se sont ramassés au Mexique. Elle, c'est une physicienne. Elle a un bac en physique. Ensuite, elle a fait une maîtrise en génie énergétique, puis un doctorat à Berkeley, là, en Californie, une des plus prestigieuses universités de Californie. Elle a fait un doctorat en génie énergétique et environnement, et elle a été sur le GIEC. Là, c'est vraiment une spécialiste des changements climatiques. Elle a fait partie pendant plusieurs années du groupe d'experts sur le climat. D'experts sur les changements climatiques. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.